Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre cours sur le système politique britannique à l'époque moderne. Nous avions parlé la fois précédente du XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, et finalement cette période qu'on appelle l'Enlightenment, qui, vous avez reconnu dans le mot Enlightenment, le mot light, lumière, c'est l'illumination en quelque sorte, qui est en fait est le mouvement précurseur des Lumières. Ça a la même racine, sauf que l'Enlightenment s'est produit un petit peu plus tôt. Donc ce que l'on va voir là, c'est qu'en fait, la Grande-Bretagne, à cette époque-là, est en quelque sorte à l'avant-garde des autres pays européens. Donc première partie, l'Enlightenment, mouvement précurseur des Lumières en Europe. Alors, il y a déjà un premier phénomène qui va favoriser la diffusion du savoir, c'est l'abolition de la censure. La censure, c'est ce qui fait que un État peut interdire la publication d'un livre, d'une œuvre, d'un journal, si la production lui déplaît, que ce soit pour des raisons politiques, religieuses ou morales. Bien, comme il n'y a quasiment pas de censure au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne à cette époque-là, tout peut s'écrire, il y a donc un foisonnement intellectuel, et des coffee houses, c'est-à-dire, comme on le voit ici, des sortes d'auberges, où l'on peut boire, se réunir entre amis, parler politique et aussi parler négociation. C'est des lieux de sociabilité finalement qui mélangent milieu politique et milieu économique. Donc on peut dire que finalement du fait du développement de ces coffee houses, les centres urbains ont un bouillonnement intellectuel très important qui rejaillit sur le reste du pays. Alors, là on voit dans ce texte, vous allez voir finalement dans ce texte en quoi le coffee house a trois aspects très importants. En premier lieu, un lieu de sociabilité, où on se côtoie, où on s'amuse, on se distrait, un lieu de débat politique, et aussi un lieu d'échange professionnel. Alors lisons le texte. Née de l'essor de Londres en tant que centre commercial et politique à la fin du XVIIe siècle, la coffee house est un lieu de sociabilité qui regroupe les Londoniens en fonction de leur métier, de leur classe sociale, de leur goût et de leurs tendances politiques. Elles se développèrent sous la Restauration et devinrent des lieux de débat politique, ce qui entraîna leur fermeture en 1675. Dès le début du XVIIIe siècle, le commerce avec l'étranger et le développement de la finance à Londres s'accompagnèrent de l'essor des coffee houses. Généralement composés d'une seule grande pièce, les coffee houses étaient des lieux de rencontre où les clients s'asseyaient à des tables, discutaient de l'actualité, lisaient les journaux à leur disposition et s'entretenaient des dernières nouvelles politiques, économiques ou financières. Les grandes sociétés maritimes, l'East India Company, l'Hudson Bay Company, l'African, l'Aurasian et la Levant Company, se servaient des coffee houses à des fins professionnelles, pour leurs réunions de travail ainsi que pour leurs rencontres amicales. Chaque coffee house avait une clientèle attitrée. Donc on n'est pas loin finalement des clubs, c'est-à-dire ce sont des lieux où on se réunit, soit parce qu'on fait le même métier, soit parce qu'on appartient à la même compagnie, soit parce qu'on a le même cercle politique. Et donc on a comme ça une perméabilité entre le monde politique et le monde économique. Regardez, là on a le point de vue d'un voyageur suisse, et c'est toujours intéressant finalement quand on fait de l'histoire de prendre des points de vue de voyageurs étrangers, parce que finalement ils nous renseignent sur ce qui leur semble étrange à eux. Donc finalement, ça nous renseigne autant sur le fonctionnement du système britannique que sur le fonctionnement du système suisse qui visiblement doit être donc très différent. Donc que nous dit ce voyageur? Ces maisons sont les rendez-vous réglés, et des gens d'affaires et des feignants, de manière qu'on demande plutôt quel est le café de quelqu'un que la maison où il loge. Outre le café, on y prend plusieurs sortes de liqueurs qu'on ne trouve bonnes que lorsqu'on y est accoutumé. On y trouve plusieurs sortes de liqueurs sont des alcools, qu'on ne trouve bonnes que lorsqu'on y est accoutumé, que l'on commence à apprécier finalement que lorsqu'on en a bu
beaucoup. Effectivement, les Britanniques ne sont pas franchement forts pour l'alcool, à part effectivement le whisky qu'on peut trouver en Écosse. Mais sinon, je vous mets au défi de me trouver une bière anglaise qui soit buvable. Bon, je ferme la parenthèse. On y fume, on y joue, on y lit des gazettes et souvent on y en fait. C'est-à-dire qu'on écrit aussi des journaux. C'est où l'on décide du gouvernement, de l'intérêt des princes, de l'honneur des maris, etc. En un mot, c'est où les Anglais discourent librement de toutes choses et on peut les connaître en peu de temps. De l'honneur des maris, en fait, c'est des histoires d'infidélité. Hein. Donc, en gros, on voit que tout est mélangé dans ces lieux-là, mais ce qui marque, c'est cet esprit de liberté. Alors, le savoir, certes, il peut se diffuser vers des lieux, à travers des lieux informels comme ces coffee houses, mais aussi par des institutions comme la Royal Society, qui est un peu l'équivalent du Collège de France en France, qui a pour but finalement de diffuser le savoir. Là, vous avez la photographie de la Royal Society qui existe encore de nos jours à Londres. Et ce qui est intéressant finalement, c'est son emblème. Bon, on a les deux chiens, etc., ça je passe. Mais la devise Nullius in verba, qui signifie en latin ne croire personne sur parole. L'idée finalement, c'est de ne pas croire les gens sur parole, mais de valoriser quelque chose qui puisse être expérimenté, quelque chose qui puisse être prouvé. Et donc là, on a le début finalement de ce qu'on appellera ensuite la science expérimentale. La science expérimentale, c'est la science qui repose finalement sur une preuve. Je vais vous faire un exemple. Vous pouvez penser que, par exemple, plus le poids d'un objet est important, plus il chutera vite. Que le poids influence sa vitesse de chute. Vous pouvez le penser ou au contraire ne pas être d'accord. Mais finalement, là, il ne s'agit pas d'une opinion. Il s'agit d'un fait scientifique. Est-ce que le poids influence la vitesse de chute? Donc le seul moyen, c'est de faire l'expérience. Regardez, je prends le bouchon, je prends mon stylo, je les lâche en même temps et ils tombent en même temps. Ce qui me prouve que le poids n'a aucune incidence sur la vitesse de chute. Là, je viens de vous faire de la physique expérimentale. Hein, c'est incroyable. Je suis extrêmement polyvalent comme enseignant. Donc voilà, l'idée c'est de valoriser la philosophie expérimentale et de bien diffuser le savoir, notamment en donnant des conférences publiques. Et en ce sens-là, la Royal Society ressemble au Collège de France, qui donne aussi tout un tas de conférences publiques. Vous pouvez vous rendre à Paris au Collège de France ou sur leur site internet et suivre ainsi les cours des plus grands savants actuels. Alors, en plus de cela, vous avez aussi les journaux, qui sont très nombreux et qui connaissent une très large diffusion. La presse, elle se place en quelque sorte comme le porte-parole de l'opinion publique. Et ça, c'est rendu possible parce qu'on est sur une société qu'on appelle une société éduquée, c'est une société où une bonne partie de la population est alphabétisée. Regardez, il compare le taux d'alphabétisation de l'Angleterre et de la France, il est quasiment 2 fois supérieur. Donc forcément, ça va aider à la diffusion du savoir et des journaux. Parce que si les personnes ne savent pas lire et écrire, ils n'ont pas grand intérêt à prendre le journal. À part pour allumer le barbecue. Et il est vrai que la dépêche du midi est particulièrement efficace pour allumer le barbecue. Bon, pour le reste, je ne dis pas. Mais pour le barbecue, la dépêche du midi, je recommande. Donc, voilà, on a une population éduquée, et ça, c'est entre autres lié aussi au protestantisme. Les Anglais, on l'a déjà vu, hein, appartiennent à l'église anglicane, qui est une branche du protestantisme. Et une des idées phares du protestantisme, c'est que le croyant doit se faire sa propre opinion sur la religion en lisant les textes sacrés, c'est-à-dire la Bible, dans la langue qu'il maîtrise. D'où le fait que Luther, le fondateur du protestantisme, la première chose qu'il a fait, c'est traduire la Bible en langue vernaculaire, en langue du peuple. Et donc du coup, les protestants invitent à diffuser l'alphabétisation pour des raisons religieuses, pour que les gens puissent ensuite lire la Bible par eux-mêmes. Donc voilà, un grand attachement finalement à l'écrit, aux journaux,
Et d'ailleurs, on le verra au prochain cours, mais c'est le Stamp Act, c'est-à-dire le stamp c'est le timbre, c'est-à-dire une sorte de taxe que la Grande-Bretagne avait mis sur les actes administratifs et la presse, qui a été l'élément déclencheur, on peut dire, de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et donc en ce sens-là, les colons américains, finalement, étaient très attachés, tout comme les Britanniques, à la liberté de la presse. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, vous avez par exemple le scientifique Isaac Newton, célèbre pour avoir établi les lois de la gravitation, de la gravité, ou le philosophe John Locke, qui sont traduits et diffusés dans l'ensemble de l'Europe. Ils ont une grande influence. Je vais prendre deux célèbres auteurs français, Montesquieu et Voltaire par exemple. Ils se sont rendus à Londres pour observer le modèle britannique. Bon, en plus Voltaire, ça tombait bien parce qu'il s'était fait bannir du royaume. Voltaire, voilà, c'est quand même une personnalité assez insupportable qui avait un véritable don pour se faire des ennemis, probablement parce que c'est un gars assez prétentieux et imbuvable, et donc du coup, il s'est exilé à de nombreuses reprises. Et c'est durant un exil en Angleterre, entre 1726 et 1729, que Voltaire va ensuite publier les Lettres anglaises, où finalement il fait l'éloge du système politique britannique, mais pour mieux finalement critiquer l'absolutisme français. Regardez, là vous avez un extrait de la première page. Lettres écrites de Londres sur les Anglois et autres sujets de M. Voltaire, imprimées à Londres, se vend à Amsterdam. Et ça c'est très important parce que c'est étonnant quand même, c'est un ouvrage qui est écrit en français, mais en l'imprimant à Londres et en le vendant initialement à Amsterdam, même si par la suite il circule en France, mais vous échappez à la censure. C'est-à-dire que s'il avait été publié en France, là il aurait dû écrire « validé par le roi en telle année ». Or là, il n'a pas à se faire valider par la censure. Alors, lisons ce que Voltaire nous dit dans ses lettres anglaises. Alors, la lettre 8. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d'effort en effort, ait enfin établi ce gouvernement sage, où le prince, tout puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion. La Chambre des Lords et celle des communes sont les arbitres de la nation. Donc là, visiblement, on y dit que le prince a un pouvoir qui est limité. C'est intéressant, on se dit il peut agir pour faire le bien, mais pas pour faire le mal. Et il y a cette idée, par exemple, que le roi ne peut pas emprisonner quelqu'un de façon arbitraire, comme c'est possible en France. Alors là, ensuite, dans la lettre 9, il va critiquer le système fiscal français. Un homme, parce qu'il est noble ou parce qu'il est prêtre, n'est point ici exempt de payer certaines taxes. Quand le bill, c'est-à-dire le bill, c'est l'impôt, est confirmé par les lords et approuvé par le roi, alors tout le monde paie. Chacun donne, non selon sa qualité, ce qui est absurde, mais selon son revenu. Le paysan est bien vêtu. Il ne craint point d'augmenter le nombre de ses bestiaux, ni de couvrir son toit de tuiles, de peur que l'on ne hausse ses impôts l'année d'après. Donc là, il y a une idée que finalement, l'impôt repose sur l'ensemble de la société, ce qui n'est pas le cas en France, où c'est uniquement le tiers-État qui paye la majorité des impôts, parce que la noblesse et le clergé en sont exemptés. Lettre 10, là, on va voir qu'il fait finalement l'éloge du commerce et du libéralisme. Il nous dit « Le commerce, qui enrichit les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là s'est formée la grandeur de l'État. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer en 1723 3 flottes à la fois en 3 extrémités du monde. » Là, effectivement, Voltaire voit quelque chose de juste, qui est que l'Angleterre devient une thalassocratie. Elle contrôle les mers et les océans, mais par là, elle contrôle le commerce et devient extrêmement puissante. Alors, on y voit finalement que Voltaire est assez séduit. On a des salons
là autour de Samuel Johnson, qui rappelle finalement les salons français où on se réunit entre artistes, intellectuels et monde politique, hein, puisque là vous avez des hommes politiques, des philosophes et des peintres qui sont réunis. Mais ce qui est intéressant, et je vais finir sur le document 4, où on voit bien Voltaire. Enfin, voilà, moi je respecte l'homme parce qu'il a dit certaines choses intelligentes. Il a eu un positionnement politique qui peut être assez pertinent. Mais sinon, il est insupportable. Il est insupportable et parfois Voltaire est d'une terrible, terrible médiocrité. Là, vous allez voir ce qu'il dit sur Shakespeare. Franchement, Voltaire, il aurait mieux fait de se couper la main plutôt que d'écrire ça. Hein. Bon, lisons. Donc, dans sa préface des pièces de William Shakespeare, Samuel Johnson répond à une critique de Voltaire. S'ensuit une querelle intellectuelle qui se poursuit en 1769 avec la publication par Voltaire de son dictionnaire philosophique. Donc, Voltaire réagit finalement à la publication des pièces de Shakespeare par Johnson. J'ai jeté les yeux sur une édition de Shakespeare donnée par le sieur Samuel Johnson. J'ai jeté les yeux. Déjà il commence plein mépris. J'ai jeté les yeux. C'est pas j'ai lu avec attention. Non, j'ai jeté les yeux. J'ai vu vite fait de loin. Déjà, il commence bien là, Voltaire. Le mépris. J'y ai vu qu'on traite de petits esprits les étrangers qui sont étonnés que dans les pièces de ce grand Shakespeare, un sénateur romain fasse le bouffon et qu'un roi paraisse sur le théâtre en ivrogne. Je ne veux point soupçonner le sieur Johnson d'être un mauvais plaisant et d'aimer trop le vin. Sous-entend là peut-être qu'il est alcoolique, bon. Mais je trouve un peu extraordinaire qu'il compte la bouffonnerie et l'ivrognerie parmi les beautés du théâtre tragique. Et là, bon, je exprime un point de vue, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec Voltaire. Là, de toute façon, qui aujourd'hui joue les pièces de Voltaire? Son Henriade ou autre là? Personne. Pourquoi? Ben parce que c'est nul. Ben oui, je suis désolé, mais non, mais Voltaire, il est minable, quoi. Bien sûr que un sénateur, il peut faire le bouffon et un roi être un ivrogne. Et alors, où est le problème? Oui, c'est Shakespeare, c'est le tragique et le comique sont entremêlés, comme dans la vie. Et dans la vie, tout ça se mélange. Et c'est le génie qui ensuite va tirer de ce mélange de bouffonnerie, de tragique, de comique, une pièce qui va vous prendre aux tripes. Et ça, je suis désolé, mais Shakespeare, ben, il n'y a pas mieux. Pour le coup, je connais pas mal le théâtre, hein, je m'y rends assez souvent. Shakespeare, c'est incroyable. Je suis désolé. Je suis désolé. Et là, Voltaire, il a quoi? Il a le point de vue finalement du théâtre classique français, où il faut faire les choses bien cadrées, bien se comporter, surtout pas de meurtre sur scène, surtout pas d'allusions trop marquées à la sexualité ou je ne sais quoi. Ben oui, ben on s'ennuie. On s'ennuie parce que ce n'est pas ça la vie. Ça c'est de l'hypocrisie. Mais la vie, ça boit, ça fait un peu... Et ben la vie c'est comme dans Shakespeare. Et le théâtre, ben, c'est important quand le théâtre il ressemble à la vie. Bon, donc là je me suis un peu éloigné, mais ça fait toujours du bien de couper un petit peu l'herbe sous les pieds de Voltaire, qui franchement s'est disputé, mais avec la grande majorité des intellectuels de son époque. Là c'est Samuel Johnson en Angleterre, mais il s'est disputé avec Rousseau, mais de manière odieuse. Là où il est odieux, Voltaire, c'est qu'en plus il caricature à l'extrême la position finalement de ses adversaires pour les ridiculiser. Alors du coup on se demande, est-ce qu'il fait ça de mauvaise foi pour les humilier ou est-ce qu'il est juste bête et il n'a pas compris son interlocuteur? Parfois on peut se poser la question quand même. Parce que pour Rousseau il a dit j'ai lu votre livre, donc ce qu'il faut en fait c'est courir tout nu dans les bois parce que l'homme sauvage il est bon à l'état naturel. Ben merci Voltaire, merci pour cette belle lecture de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Bon, je pose là. De toute façon, vous avez bien compris que Voltaire, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Je l'avais déjà exprimé quand on est allé voir Candide au théâtre. Bon, on voit que c'est un gros lourdingue. Il se moque de Shakespeare là, qui fait la bouffonnerie, mais lui, dans Candide, il trouve ça drôle que la pauvre Cunégonde, elle se fasse violer à tour de bras pendant tout le bouquin. Là, par contre, ça le fait rire, Voltaire. Hein? Ah, quand c'est Cunégonde, par contre, là, c'est rigolo. Hein. Non, mais c'est minable. Bon, j'arrête là sur Voltaire, parce que c'est pas un cours sur Voltaire. Mais voilà, je vous invite à vous faire votre avis sur les auteurs que l'on vous fait lire. À partir du moment où votre avis vous êtes capable de l'argumenter, ben, écoutez, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier tous les auteurs que l'on vous fait lire. Et vous n'êtes pas obligé non plus d'apprécier un auteur pour le lire.
Voilà, moi j'ai lu Voltaire, j'ai lu pas mal de choses de Voltaire, mais je n'apprécie pas du tout le personnage. Tout comme j'ai lu pas mal de romans de Louis-Ferdinand Céline et que je n'apprécie pas du tout le personnage. Il est homophobe, antisémite, il est encore plus horrible, Céline. Mais bon, quand il écrit, c'est quand même assez intéressant à lire. Bon, donc on va passer à la partie B. Ouais, je passe là-dessus. On y reviendra. On y reviendra. Juste, voilà, sachez que ces lettres anglaises, dès qu'elles sont arrivées en France, elles ont été censurées. Enfin, censurées, regardez, c'est assez, c'est assez violent. La cour a arrêté et ordonné que le dit livre sera lacéré et brûlé dans la cour du palais, au pied du grand escalier, par l'exécuteur de la haute justice. Ça, c'est ce qu'on appelle un auto-da-fé, de brûler des œuvres. Bon, en tout cas, voilà, Voltaire ne plaisait pas à tout le monde. Alors, maintenant, en quoi finalement ce modèle britannique, il défend le libéralisme politique et économique? Alors dans le libéralisme, vous avez le mot liberté. Alors déjà, le libéralisme politique, c'est le fait de défendre le respect des libertés fondamentales comme le droit à la vie et à la sûreté, la protection contre un jugement arbitraire, le droit de penser, de s'exprimer, de s'associer, de se déplacer, de travailler, de faire un contrat. Et ça se base du coup sur le droit de l'individu. On voit les droits de l'individu plutôt que ceux du groupe. Et on a deux grands penseurs qui ont pensé finalement ce libéralisme politique. John Locke, que vous avez à gauche, et dont vous avez une citation qui dit « Le peuple est le juge suprême de la façon dont les gouvernants remplissent leur mission, puisqu'il est la personne qui leur a donné le pouvoir et qui garde à ce titre la faculté de les révoquer. » Ça ne fonctionne que dans un système démocratique. On s'entendra après sur qu'est-ce qu'on entend par le peuple. Parce que le peuple en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, c'est pas le petit paysan. Lui, il ne peut pas voter. Donc, il n'est pas dans cette définition-là du peuple. Et l'autre théorie, c'est celle de Thomas Hobbes, qui défend dans un livre intitulé Le Léviathan, dont vous avez là la gravure qui était finalement sur la couverture originale du Léviathan. Vous avez finalement une sorte de roi qui tient un sceptre, une épée, et qui est lui-même composé d'un assemblage de personnes. Et ainsi, Hobbes finalement veut montrer que le pouvoir politique n'est que l'association d'une multitude d'individus qui choisissent de conférer leur autorité au souverain. Avec cette idée pour Thomas Hobbes que l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Et que du coup, le pouvoir, il est là pour tempérer un état de nature qui est, d'après lui, foncièrement violent. Et en ce sens-là, il s'oppose complètement à Rousseau, qui lui, au contraire, idéalise l'état de nature. Alors la conséquence de ça, c'est que finalement, comme le pouvoir, il est dans les individus, si on va avoir des progrès en politique, eh bien, il faut avoir des progrès au niveau de la diffusion du savoir. Parce que c'est en diffusant le savoir, en influençant les gens qui par la suite vont voter, que vous pouvez changer ensuite le système politique. Donc toujours une place centrale donnée à la liberté, à l'individu et au savoir. Alors vous avez aussi du coup le libéralisme économique. Ça c'est Adam Smith dans The Wealth of Nations, c'est-à-dire la richesse des nations, qu'il écrit, et qui défend finalement la libre entreprise et la liberté du marché. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans le marché en aidant telle entreprise, en taxant tel produit et en subventionnant au contraire tel autre. Pour Adam Smith, le marché se régulera tout seul, par la simple loi de l'offre et la demande. Et si un produit est trop cher, eh bien, il ne sera plus acheté et l'entreprise fera faillite ou devra finalement se reconvertir en vendant autre chose. Ça, c'est le libéralisme économique. Le marché doit se réguler tout seul, suivant la loi de l'offre et la demande, avec une sorte de main visible qui vient réguler le marché. Voilà, donc là, vous avez Adam Smith, qui est encore à l'heure actuelle considéré comme l'un des principaux économistes du libéralisme. Alors, cependant, ce libéralisme politique et économique, qui finalement limite le poids de l'État et valorise la bourgeoisie,
il peut être un petit peu critiqué. Il peut être critiqué pourquoi? Eh bien parce que n'oublions pas que dans cette monarchie parlementaire britannique, certes le Parlement a un poids, le Parlement est élu, ça c'est très bien, mais il est élu au suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer assez d'impôts pour voter. Et ça regroupe à cette époque-là à peine 5,5% de la population. Donc du coup, on ne peut pas dire pour autant que c'est démocratique, ce n'est pas l'ensemble de la population qui peut voter. À cela s'ajoute la corruption, comme on le voit sur ce tableau, où finalement vous avez une journée de vote dans le comté de Oxford, donc un comté un peu rural, on va y revenir, avec des gens qui s'attaquent finalement aux Wings, qui représentent un parti, et la Lot, les Tories, où vous avez finalement deux candidats qui essayent d'acheter sa voix à un gras bourgeois là qui a l'air assez hésitant et qui est prêt à se faire serrer la main et donner un petit peu d'argent. Bon, en gros, du coup, là, c'est une peinture qui critique la corruption dans le système électoral britannique. Surtout qu'il y a un système un petit peu particulier, qui est le système des bourgs pourris, qui s'appelle ici les Rotten Borough System. Alors, en fait, c'est très simple. Le système électoral britannique a été créé il y a très longtemps, à l'époque médiévale. Et du coup, à cette époque-là, l'Angleterre était surtout un pays rural, et donc du coup, disait, ben, tiens, tel comté, vous pouvez voter pour 4 personnes à la Chambre des députés. Tel autre comté, vous pouvez voter pour 2 électeurs, etc., etc. Et sauf que cette répartition des voix, elle n'a pas été changée depuis, en plusieurs siècles. Donc finalement, vous avez des comtés ruraux qui se sont complètement dépeuplés. Le plus marquant, c'est celui de Dunswick, qui est représenté ici sur cette caricature. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul électeur. Il s'est tellement dépeuplé qu'il n'y en avait qu'un qui avait encore le statut d'électeur et qui du coup pouvait voter peut-être pour lui-même ou vendre sa voix pour quelqu'un qui souhaitait se faire élire juste en achetant ces quelques voix-là. Alors que, à contrario, des villes beaucoup plus récentes comme Birmingham ou Manchester, mais comme elles étaient récentes, elles n'avaient même pas un électeur. Donc en gros, là, vous avez un électeur qui peut voter pour un député, à lui tout seul, alors qu'à Manchester, vous avez 40 000 habitants qui ne peuvent même pas voter pour un seul. Donc voilà, il y avait un système très inégalitaire, ce système qui est appelé les bourgs pourris, qui finalement ajoutait encore à la corruption et au fait que ce n'était pas du tout un système représentatif. Alors, vous le voyez bien du coup, hein, on a une valorisation de la bourgeoisie. C'est-à-dire que quand ils disent le peuple vote, le peuple peut s'exprimer, en fait ils entendent la bourgeoisie, pas la population. Et ces 3 textes le montrent bien. Le premier de James Tyrrell, je souhaite être bien compris. Quand je fais usage du mot peuple, je n'entends point par là le vulgaire ni la multitude mélangée, mais dans l'état de nature, l'ensemble des hommes et femmes libres, surtout les pères et chefs de famille. Mais là, on va être chef de famille, même une famille pauvre. On va voir. John Toland. Par homme libre, freeman, j'entends les nantis, c'est-à-dire les personnes aisées, fortunées, ceux qui sont capables de subvenir à leurs propres besoins. Et Daniel Defoe, que j'avais exploité dans mon histoire des pirates d'ailleurs, je n'accorderai pas ce droit de vote à l'ensemble de la population, mais aux francs tenanciers, les vrais possédants du pays, c'est-à-dire ceux qui possèdent des biens. Donc finalement, si vous ne possédez rien, si vous êtes les derniers de cordée en quelque sorte, eh bien vous n'avez pas votre voix au chapitre, vous n'avez pas de légitimité politique, vous n'avez pas le droit de vote. Alors, l'essor de la bourgeoisie. Il faut bien réaliser que la Grande-Bretagne reste quand même un pays à majorité rurale. Mais ça reste le plus urbanisé des autres d'Europe. Je m'exprime. Il y a 40% d'urbains en Grande-Bretagne en 1700.
Donc 40% d'urbains, ça veut dire qu'ils sont minoritaires. Mais si on compare à la France à la même époque, la France, il y a 25% d'urbains. Il y a presque 2 fois plus d'urbains en Grande-Bretagne qu'en France. Donc certes, c'est un pays qui est encore faiblement majoritairement rural, mais son taux d'urbanisation est le plus élevé d'Europe. Donc pour le monde rural, c'est très simple, finalement, il est marqué par de fortes inégalités. Ce sont généralement les lords, la noblesse, qui possèdent les terres. Ces terres, ils les font exploiter par des fermiers ou des journaliers, des gens qui sont payés à la journée, qui eux vivent dans une extrême pauvreté. Donc on a un monde rural très inégalitaire, où c'est essentiellement la vieille noblesse qui possède l'essentiel des richesses. En ville, c'est plus compliqué. En ville, vous avez certes encore cette noblesse, mais vous avez aussi l'essor d'une bourgeoisie qui n'a pas forcément un nom prestigieux, des ancêtres prestigieux, mais qui possède énormément d'argent et qui s'enrichit notamment grâce au commerce. Alors vous allez voir là un texte de Voltaire où il critique justement le système français en disant que en France on valorise énormément la noblesse, alors qu'en fait c'est la bourgeoisie qu'il faut valoriser. Et en ce sens-là, on voit que Voltaire est complètement dans le point de vue britannique. Alors il nous dit, en France est marquis qui veut, et quiconque arrive à Paris, du fond d'une province avec de l'argent à dépenser et un nom en hac ou i, peut dire un homme comme moi, un homme de ma qualité, et mépriser souverainement un négociant. Le négociant entend lui-même si souvent parler avec dédain de sa profession qu'il est assez sot, stupide, pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève et à quelle heure il se couche, ou un négociant qui enrichit son pays et contribue au bonheur du monde. Pour lui, donc, il oppose une noblesse qui en gros ne fait que se maquiller et savoir la vie intime du roi. En insistant sur ces 2 points-là, il montre bien que selon lui, la noblesse ne sert à rien. Et la bourgeoisie qui enrichit le pays et contribue au bonheur du monde. Alors ça reste à prouver encore. Contribue au bonheur du monde à partir du moment où l'argent du négociant est quelque peu redistribué. Parce que contribuer au bonheur du monde, il faut savoir qu'un certain nombre de négociants travaillaient dans la traite négrière, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire à M. Voltaire que le négociant ne contribue pas forcément au bonheur du monde. Mais en tout cas, on voit là une grande valorisation de la bourgeoisie pour Voltaire. Pour Voltaire, c'est la bourgeoisie qui fait fonctionner le pays. C'est elle qui crée des emplois, crée de la richesse. Et ça, c'est le propre du libéralisme de penser ça. Viendra un siècle plus tard une autre idéologie, au 19e, qui est le socialisme, et qui lui considère que ce qui fait fonctionner le pays, c'est le travailleur, et pas forcément le négociant qui a l'argent. Si le négociant derrière il trouve pas des marins pour aller prendre les risques, pour aller naviguer, pour produire les marchandises que lui va revendre, eh bien le négociant il n'est rien, il est interchangeable, alors que le travailleur non, c'est lui qui crée la richesse. Mais ça, c'est une autre idéologie qui va prendre le contre-pied du libéralisme et qui va opposer finalement bourgeoisie et prolétariat. Vous l'avez un petit peu vu en 4e et vous le verrez beaucoup plus en détail l'année prochaine en histoire. Alors, forcément, quand on pense à la bourgeoisie, on pense à la City à Londres, qui existe toujours, mais qui en gros a connu son âge d'or à partir du XVIIIe siècle. Même si on voit qu'elle a été bâtie très tardivement, il y a très longtemps, en 1566. Elle nous dit la bourse, nommée en anglais The Royal Exchange, fut bâtie l'an 1566. Aux 2 côtés opposés, il y a près de 200 boutiques, richement garnies. Le fond où est située la bourse est le plus riche petit morceau de terre qu'il y ait au monde, puisqu'il ne contient pas un acre de terre et que cependant, il rapporte jusqu'à 4000 livres sterling de rente. Un auteur a écrit qu'il se trouve des marchands dans Londres plus riches et plus puissants que des princes souverains d'Allemagne et d'Italie. Et c'est intéressant là que cet auteur, à la fin, lit richesse et puissance. Et donc pour lui, finalement, ces négociants qui sont extrêmement riches sont aussi politiquement puissants. Et il en vient finalement à les mettre en concurrence avec des princes de la noblesse en Allemagne et en Italie, qui ont peut-être le titre, mais qui n'ont pas la richesse pour assurer
leur puissance. Alors, on va terminer finalement sur la fable de la ruche, appliquée à l'Angleterre, en voyant en quoi finalement c'est une justification du libéralisme et de cette bourgeoisie qui est présentée comme faisant finalement le bonheur de la nation. L'auteur compare la société anglaise à une ruche. Chacun fait sa part d'un travail qui profite à tous. C'est le principe de la politeness anglaise. Un nombreux essaim d'abeilles habitait une ruche spacieuse. Là, dans une heureuse abondance, elles vivaient tranquilles. Leur domicile était un séminaire, parfait de science et d'industrie. Jamais abeilles ne vécurent sous un plus sage gouvernement. Elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient errer, parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois. Là déjà, on précise que certes, il y a des rois, mais que le pouvoir de ces rois est limité, ce qui est le propre d'une monarchie parlementaire. Ces insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l'armée ou au barreau c'est-à-dire au tribunal, vivaient parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu'en petit, toutes leurs actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l'adresse incomparable de leurs petits membres échappaient à la faible vue des humains. Cependant, il n'est parmi nous ni machine, ni ouvrier, ni métier, ni vaisseau, ni citadelle, ni arme, ni artisan, c'est long, ni ruse, ni science, ni boutique, ni instrument. En un mot, il n'y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes, dont ces animaux industrieux ne se servissent aussi. Ce qui est dit là, c'est qu'en fait, il y a une place pour tout corps de métier, pour tout type de travail, et que ce travail-là profite à l'ensemble de la société. C'est une théorie économique que l'on appelle la théorie du ruissellement, le ruissellement des richesses. C'est-à-dire si un s'enrichit, eh bien quelque part il va dépenser son argent, il va le faire fructifier et ça va servir à d'autres. Et ça, c'est une pensée fondamentale dans le libéralisme. L'idée vraiment fondamentale dans le libéralisme, c'est enrichissez-vous. Et en vous enrichissant, vous en ferez profiter l'ensemble de la société. Voilà. Et on le retrouve encore aujourd'hui, finalement, cette idéologie, dans des gouvernements libéraux qui, du coup, veulent favoriser la liberté d'entreprise, l'enrichissement personnel, en étant convaincus que cela profitera ensuite au reste de la société. Eh bien, écoutez, du coup, pour résumer, ce que l'on a dit aujourd'hui en coupant tout ce qui s'est dit sur Voltaire, qui était quand même un petit peu hors sujet, mais je vous avais dit au tout début, à la toute première vidéo, que je ferais beaucoup de digressions. Vous voyez quand même que j'en fais assez peu. Donc si on résume, la Grande-Bretagne, c'est une société quand même urbaine. Même s'il n'y a que 40% d'urbaine, si on compare au reste de l'Europe à cette époque, c'est une société urbaine qui a un grand rayonnement intellectuel sur l'Europe. L'Enlightenment qui donnera ensuite les Lumières. Elle défend le libéralisme économique, liberté d'entreprendre, et politique, défend les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Son système électoral est cependant loin d'être démocratique et profite surtout à la bourgeoisie. Les négociants s'enrichissent grâce au commerce colonial et forment une nouvelle catégorie sociale qui joue un rôle économique et politique de premier plan. Donc, dans le prochain cours, on verra quelques décennies plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, pourquoi une guerre d'indépendance éclate entre les colonies britanniques d'Amérique, qui formeront les États-Unis d'Amérique, et leur métropole, et finalement quelle est la particularité du régime politique mis en place par les États-Unis en 1787, en étudiant notamment leur constitution, et je vous prévois d'ailleurs à ce sujet-là une formidable surprise, donc ne manquez surtout pas le prochain épisode. Et finalement, ce sera intéressant parce qu'à la suite de cet épisode, vous aurez 3 modèles politiques qui ont coexisté à la même époque, au XVIIIe siècle. La monarchie absolue française, la monarchie parlementaire britannique et la République aux États-Unis. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir en tête ces 3 modèles pour aborder la Révolution française que vous traiterez l'année prochaine en histoire en première. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.